Pompéi est une ancienne cité romaine. Les vestiges de ce monde disparu attirent 2,5 millions de visiteurs par an. En l'an 79, le Vésuve entre en éruption. Le volcan ensevelit la ville sous 5 mètres de cendres. Près de 10% de la population disparaît dans la catastrophe. Les victimes sont figées dans la position où la mort les a surprises. Elles sont littéralement pétrifiées. Le temps semble s'être brutalement arrêté. Des scientifiques vont redonner un visage à 2 victimes. Ils vont percer les mystères du Vésuve et faire la lumière sur les circonstances de la mort des habitants touchés par la catastrophe. La ville de Pompéi se trouve en Campanie. Cette région fertile et ouverte sur la Méditerranée était considérée par les Romains comme la terre des dieux. En 79, Pompéi compte 20 000 habitants. Le commerce et le trafic maritime en font une cité opulente. La ville a été bâtie au pied du Vésuve. Le volcan se trouve dans le sud-ouest de l'Italie, à la jonction de 2 plaques tectoniques. En 79, il est éteint depuis près de 3 siècles. Le 24 août, il se met à gronder. D'abord, la terre tremble. Puis, c'est l'éruption. Le volcan crache de la terre et des roches. L'explosion est 1000 fois plus puissante que celle de la bombe qui a anéanti Hiroshima. Sous la poussée d'une immense colonne de gaz, un nuage de cendres et de poussière emplit le ciel. En à peine 6 heures, il est propulsé à plus de 30 000 mètres d'altitude. Il s'étend à des kilomètres à la ronde. Il est si dense qu'il éclipse le soleil. Pompéi est plongé dans l'obscurité. Des incendies embrasent les flancs du volcan. Des éclairs déchirent le ciel. C'est une des plus grandes catastrophes naturelles de l'Antiquité. La projection de débris dure plus de 18 heures. L'éruption se déroule sur 2 jours. Pompéi et les habitants qui n'ont pu fuir à temps disparaissent sous un épais manteau de cendres. La ville tombe ensuite dans l'oubli. 16 siècles plus tard, la cité engloutie est redécouverte. Les cendres l'ont préservée des ravages du temps. Pompéi offre un instantané unique de l'époque romaine. On y trouve des temples, des thermes,
l'un des plus anciens amphithéâtres du monde, des peintures murales et des centaines de corps. Le site a gardé leur empreinte. Débarrassés de leur enveloppe charnelle, disparue au fil des siècles, les restes reposent dans une gangue de cendres. Les cendres ont figé les habitants dans la position où ils ont trouvé la mort. Peu après 1860, Giuseppe Fiorelli, directeur des fouilles, fait couler du plâtre dans ses gangues pour recueillir l'empreinte des corps. Les archéologues obtiennent ainsi des moulages. Certains ont été laissés à l'endroit de leur découverte. D'autres sont gardés sous verre. Tous racontent une histoire. Ce sont de précieux témoignages. Cet homme est bien plus grand qu'un Romain. C'était sûrement un gladiateur originaire d'Afrique. Dans la Rome antique, les gladiateurs combattent dans les amphithéâtres. Ce sont principalement des esclaves, des criminels et des prisonniers de guerre ramenés des colonies. En 79, l'Empire romain est proche de son apogée. C'est la grande puissance méditerranéenne de l'époque. Il s'étend du nord de l'Angleterre au nord de l'Afrique et se déploie jusqu'en Orient. Pompéi est une ville de mixité. On trouve toutes les classes sociales. Il y a des très riches, des gens de la classe moyenne et des pauvres. Les habitants ont aussi des origines très différentes. Certains viennent d'Afrique du Nord, d'autres du Proche-Orient ou encore du nord de l'Europe. Tous ces gens cohabitent à Pompéi. Dans cette ville cosmopolite, les lieux de divertissement sont très nombreux. Les archéologues ont exhumé les ruines de tavernes et de théâtres. Il suffit de se promener dans les rues pour avoir un aperçu des activités qui étaient proposées aux habitants. D'ailleurs, les rues étaient elles-mêmes très animées. Les Romains, comme les Italiens d'aujourd'hui, passaient une grande partie de leur temps dehors. La vie sociale était très importante. Les mosaïques et les fresques en disent long sur la vie quotidienne. Ce bâtiment, aux portes de la ville, était sûrement une écurie. Certains scientifiques pensent que l'homme et le jeune garçon retrouvés ici sont un père et son fils. Ils louaient peut-être leurs chevaux pour vivre. La plupart des enfants de l'époque travaillent pour leur famille. Seuls les riches reçoivent une éducation scolaire poussée. Néanmoins, le taux d'alphabétisation est élevé, comme le suggèrent les nombreux graffitis sur les murs de Pompéi. Les habitants de Pompéi vivent à une quinzaine de kilomètres du Vésuve. Lors d'une éruption, un volcan rejette de la lave. Cette matière en fusion provient de l'intérieur de la Terre. Elle peut atteindre 1200 degrés.
Les coulées de lave sont aussi spectaculaires que mortelles. Mais ce n'est pas la lave qui a tué les habitants. Elle aurait mis environ 6 jours pour atteindre la ville. Les Pompéiens auraient eu le temps de fuir. Et on n'a retrouvé aucune trace de coulée sur le site. Qu'est-ce qui a donc tué la population? La ville a été noyée sous un déluge de cendres. Les habitants sont peut-être morts étouffés. Ce moulage semble confirmer cette théorie. L'homme a l'air de se protéger le nez et la bouche. Il est mort auprès de son mulet. Les muletiers sont tout en bas de l'échelle sociale. Ils transportent les marchandises à travers la ville. Le muletier s'est sans doute fait surprendre par la catastrophe. Son moulage est conservé dans l'ancien grenier de la place centrale. Il n'y a encore pas longtemps, on croyait que c'était la pluie de cendres qui avait tué les habitants, qu'elle les avait étouffés et recouverts très rapidement. Cette victime semble se protéger la bouche avec les mains pour pouvoir respirer. Mais la posture du muletier a été mal interprétée. La mort par asphyxie est rapide. Les victimes tombent au sol et sont incapables de contrôler leurs mouvements. Il faut trouver une autre explication au décès de cet homme. On a l'impression qu'il est mort étouffé, mais c'est faux. Dans quelles circonstances les habitants ont-ils trouvé le repos éternel? Herculanum est une cité voisine de Pompéi. Elle se trouve à 10 km du cratère du Vésuve. En 79, cette petite ville de 5000 habitants ne connaît pas l'agitation politique et commerciale de Pompéi. C'est un lieu de villégiature très apprécié des riches romains. Attirées par la splendeur du panorama, de grandes familles patriciennes y ont élu domicile. Elles ont des armées d'esclaves à leur service. Herculanum est aussi touché par le cataclysme. Le séisme et l'éruption sont ressentis encore plus violemment qu'à Pompéi. Les habitants assistent à la scène, horrifiés. Puis se mettent à courir. De toutes les cités ensevelies par le Vésuve, Herculanum est la mieux préservée. Cela dit, on y a retrouvé bien moins de corps qu'à Pompéi. Les archéologues ont d'abord pensé que les habitants avaient eu le temps de fuir. Mais dans ces anciens abris à bateaux, ils ont découvert une vingtaine de squelettes.
Ces restes éclairent les circonstances de la mort des habitants d'Herculanum. De la position des squelettes qu'on voit ici, on peut déduire que les victimes sont mortes sur le coup. Ces gens n'ont pas eu le temps de réagir. Les corps n'ont rien de commun avec ceux de Pompéi. Ça, c'est un crâne d'enfant. Il a explosé. Ça, c'est un crâne d'adulte. Ces fractures sont typiques des corps calcinés. Tout comme la coloration noire à l'extérieur, sur les rebords et à l'intérieur du crâne. Le cerveau s'est mis à bouillir et a explosé. Ces corps ont été soumis à une température d'au moins 500 degrés. Pourtant, à Herculanum, il n'y a pas de traces de coulée de lave. Le volcan a dégagé une chaleur extrême qui a tué les habitants. Le Vésuve domine la région de Naples. Mais il ne l'a pas entièrement englouti. Pline le Jeune est né en 61 ou 62. Il deviendra un grand écrivain. Il voit l'éruption depuis la ville de Misène. Près de 30 ans plus tard, il en écrit le récit à l'historien Tacite. Les écrits de ce témoin ont traversé les millénaires. C'est fabuleux. Ça l'est d'autant plus que le témoignage qui nous est parvenu a été rédigé par un écrivain qui était non seulement talentueux, mais aussi doué d'un sens aigu de l'observation. Et c'est le plus grand historien romain, Tacite, qui lui a demandé ce récit. Cette conjonction d'événements est extraordinaire. Grâce à ce récit détaillé, on a reconstitué l'éruption heure par heure. Le témoignage de Pline est digne de foi. Presque tout ce que Pline a écrit dans ses 2 lettres à Tacite est fiable. D'abord, il n'avait que 17 ou 18 ans à l'époque des faits. Quand on assiste à une scène pareille à cet âge-là, elle reste gravée à vie dans la mémoire. Et puis, Tacite lui a expressément demandé un récit fidèle de l'événement. L'éruption s'est déroulée en 2 phases. Pline rapporte que le Vésuve crache des cendres qui pleuvent sur les villes au pied du volcan. Puis, écrit-il, une nuée s'affaisse sous son propre poids et se répand en surface, tantôt blanche, tantôt noirâtre. Cette avalanche de gaz et de poussière coule sur la terre comme un torrent. On a longtemps ignoré cette partie du récit de Pline. Nous sommes dans l'État de Washington, aux États-Unis.
Le 18 mai 1980, le mont St. Helens se réveille. L'éruption intense dure 9 heures. Une colonne de cendres et de débris se forme. Elle atteint près de 30 000 mètres de haut en moins d'un quart d'heure. Plus de 500 millions de tonnes de cendres sont déversées sur près de 60 000 km². Au début de l'éruption, la face nord du volcan s'effondre et libère une avalanche de gaz et de poussière brûlant. C'est une nuée ardente. Ces avalanches peuvent atteindre 500 km/h et 500 degrés. C'est le phénomène que Pline a décrit 2000 ans plus tôt. Le mont St. Helens et le Vésuve se trouvent sur des zones de subduction. Sous le Vésuve, la plaque tectonique africaine glisse sous la plaque eurasienne. Comme tous les volcans, le Vésuve possède une chambre magmatique. Le magma est un mélange de roches liquéfiées et de gaz dissous qui remonte vers la surface. La poussée de la plaque africaine ajoute des bulles de gaz dans le magma. Il en résulte une explosion d'une rare violence. La nature de l'éruption dépend de la composition du magma et de la quantité de gaz qu'il contient. S'il n'y a pas de gaz, il n'y aura pas d'explosion, mais une effusion de lave, formant un dôme ou des coulées sur les flancs. S'il y a du gaz dans le magma, on aura une éruption explosive. Plus on approche de la surface, plus la pression est basse. Donc le gaz se dilate. Quand il arrive à la surface, la pression est si forte que la roche vole en éclats. Le gaz fragmente le magma et cela donne des débris pyroclastiques. L'explosion ouvre la seconde phase de l'éruption. Une nuée ardente déferle sur les flancs du volcan. « 12 heures après le début de l'éruption, la pluie de cendres et de pierres ponces continue de s'abattre sur Herculanum. Les habitants, réfugiés dans les abris à bateaux, pensent alors qu'ils ont échappé au pire. La nuée ardente fait environ 500 degrés. Elle atteint la ville en quelques minutes. Elle submerge les abris à bateaux. Les habitants ont été tués sur le coup. Leur cerveau s'est mis à bouillir. Leur peau a été instantanément consumée.
Ils ont été brûlés jusqu'aux os. Il ne reste plus d'eux que ces squelettes. Richard Neve va reconstituer le visage d'une de ses victimes. Ce sera une première. Un crâne nous donne les proportions du visage, sa forme, l'emplacement de ses traits. Le crâne, c'est l'armature du visage, comme le squelette est l'armature du corps. Ce crâne a été retrouvé presque intact. Il est entier, c'est parfait. C'est le crâne d'une jeune femme d'environ 23 ans. On a toujours pensé qu'elle était très belle, d'après l'ossature de son crâne, sa symétrie et ses proportions. Les archéologues qui ont découvert les restes de cette jeune femme l'ont surnommée la Belladonna, la belle femme. C'était peut-être une riche oisive. Elle a eu un destin tragique. Richard a besoin d'une reproduction du crâne. Ce scanner 3D combine plusieurs appareils. Cette ouverture en bas émet de la lumière stroboscopique qui quadrille l'objet qu'on veut scanner. D'accord. En haut, une caméra 3D détecte les points de ce quadrillage. Et là, un appareil numérique photographie tout ça. Le crâne sera ensuite modélisé. Ça prend forme. Oui. On a une bonne représentation. À partir d'un crâne, Richard peut recréer un visage. J'espère qu'on va obtenir une reproduction parfaite de ce crâne sur laquelle je pourrai travailler. Richard a hâte de découvrir le visage de la Belladonna. Pompéi n'est qu'à 8 km d'Herculanum. Mais à Pompéi, les corps n'ont pas été calcinés. On devine même les vêtements des victimes. Les deux villes ont pourtant subi la fureur du même volcan. Les couches de dépôts volcaniques permettent de retracer la chronologie des événements. Nous sommes dans une ancienne carrière. Le sous-sol contient des sédimentations aériennes. Ce sont des couches de sédiments qui sont tombées du ciel. Ici, on a des dépôts de cendres ainsi que des dépôts de nuées ardentes. Ils datent de l'éruption de 79. Ça, c'est ce qu'on appelle une sédimentation aérienne. Le dépôt est bien trié, c'est-à-dire que toutes les pierres ponces sont de la même taille. Cette couche court tout le long de l'affleurement. On peut en déduire qu'une pluie de cendres et de ponces a recouvert le sol. Ça, c'est un dépôt de nuées ardentes à grains fins. Il est mal trié. Des débris de toutes les tailles sont mélangés. Il s'agit précisément du dépôt laissé par la nuée ardente qui a tué les habitants d'Herculanum. En tout,
le Vésuve a émis 6 nuées ardentes, comme le montre l'affleurement. Ici, on voit les dépôts successifs des 6 nuées de l'éruption de 79. Là, on a le premier, là, le deuxième. Ces nuées ardentes n'ont pas atteint Pompéi. Les 3 premières épargnent la cité. La pluie de cendres se fait plus fine. Les survivants croient le danger passé. Certains reviennent même en ville chercher leurs objets de valeur. Mais le pire est à venir. On remarque que les dépôts des nuées ardentes sont de plus en plus épais. On sait que les plus épais vont bien plus loin qu'ici. Cela signifie qu'au fil de l'éruption, les nuées sont devenues de plus en plus dangereuses et qu'elles sont allées de plus en plus loin. Ce dépôt de 30 cm d'épaisseur correspond à la nuée qui a tué les habitants de Pompéi. Plus de 18 heures après le début de l'éruption, une 4e nuée ardente s'échappe du volcan. Elle est plus puissante que les précédentes. Lancée sur les flancs à la vitesse d'un TGV, elle finit par atteindre Pompéi. Elle s'engouffre dans les ruelles. Le cerveau des habitants est soumis à une telle température qu'il bout en quelques fractions de seconde. Leur système respiratoire cesse de fonctionner. Les corps sont ensuite recouverts d'un linceul de cendres. Pompéi n'a pas été soumise à la même température qu'Herculanum. Cette dernière est plus près du Vésuve que Pompéi. La nuée ardente a perdu 200 degrés quand elle frappe les habitants de Pompéi. Ils ne sont donc pas réduits en cendres comme ceux d'Herculanum, mais foudroyés par une mort subite. Leurs vêtements n'ont pourtant pas brûlé. Comment est-ce possible ? Nous sommes au laboratoire de l'Université d'Édimbourg, en Écosse. On va recréer les conditions de l'événement pour essayer de comprendre comment la température a tué les habitants sur le coup sans brûler leurs vêtements. La laine feutrée est ce qui s'approche le plus du tissu des vêtements de l'époque. Et le porc, ce qu'il y a de plus similaire à la chair humaine. On va simuler la nuée ardente qui a dévalé les flancs du volcan. Quand elle est arrivée sur Pompéi, le gaz faisait environ 300 degrés. Le porc et la laine qui l'entourent sont déposés dans un calorimètre de Tewarson. Ils vont être exposés à une température de 300 degrés pendant 2 minutes et demie, comme les habitants de Pompéi.
On ouvre l'échantillon et on voit que la laine a noirci sur les bords. Mais c'est surtout son centre qui nous intéresse. Je peux appuyer dessus très fort et tirer dans tous les sens. Elle est légèrement jaunie mais en bon état. Regardons la chair sous la couche de laine. La surface a un peu changé de couleur et elle a commencé à cuire. Maintenant, je découpe le morceau de porc. À l'intérieur, il est encore rose. Mais en surface, il a changé de couleur, car il a brûlé. La viande a cuit. Mais la laine ne s'est pas consumée. Cette expérience montre que même si les habitants de Pompéi ont été soumis à une température très élevée, leurs vêtements sont restés relativement intacts. À Pompéi, la vie s'est arrêtée à l'aube du deuxième jour. Le Macellum était le marché couvert. Il formait le cœur animé de la ville. C'est la dernière demeure de 2 victimes du Vésuve. On a longtemps cru que cet homme tentait de se protéger de ceux qui l'avaient tué. Il a une attitude de boxeur. On dirait qu'il se prépare à parer les coups d'un adversaire ou qu'il se protège le visage. Les médecins légistes connaissent bien cette posture. C'est la position dans laquelle on retrouve les victimes d'incendie. Le corps prend cette position quand il est soumis à une température extrêmement élevée au moment de la mort. La peau a été brûlée, les tissus sous-cutanés ont aussi été atteints. Sous l'effet d'une très haute température, les muscles se contractent et les membres se recroquevillent. Les spasmes des victimes ont été provoqués par l'extrême chaleur de la nuée ardente. Les moulages de Pompéi sont fragiles. Ils ne sont malheureusement pas éternels. Richard peaufine la reproduction du crâne de la Belladonna d'Herculanum. Il va aussi reconstituer le visage d'un habitant de Pompéi. Pour le faire, il va se baser sur son crâne. Son modèle se trouve dans l'ancien grenier de Pompéi. Il l'a choisi car le plâtre autour de son crâne est très fin. C'est l'un des premiers moulages réalisés. Sa carrure laisse à penser qu'il s'agit d'un homme. De son origine et de son métier, on ne sait rien. Mais on va découvrir à quoi il ressemblait. 1, 2, 3. Steen Luik radiographie le crâne sous le plâtre.
J'espère que Steen va faire des miracles pour qu'on puisse voir l'angle de la mâchoire. Il est juste là, je crois. Le crâne sera ensuite modélisé. Les premières radios sont floues, mais elles finissent par révéler un crâne presque intact. C'est fou de voir ça. On distingue très nettement le massif facial. Là, on a les sinus frontaux, là, le haut de l'orbite, là, le nez, et là, le maxillaire inférieur. On va reproduire ce crâne. Et dessus, je vais façonner un visage. Richard travaille dans son atelier en Angleterre. Maintenant, je vais mettre les yeux dans les orbites et modeler le nez, la bouche et les oreilles. Ce sont les caractéristiques principales d'un visage. Il reproduit ensuite les muscles et les tissus mous. Ce n'est pas de la sculpture, c'est de la reconstitution anatomique. Ça n'a rien à voir. Deux mois plus tard, les reconstitutions sont terminées. La belladonna a retrouvé ses traits. Richard les a redessinés en se basant sur l'anatomie de son crâne. Elle est morte tapie dans un abri à bateau. Avec son visage de Madone, elle a aujourd'hui toute sa place dans le temple d'Herculanum. Richard a aussi reconstitué le visage de l'homme de Pompéi. Et les historiens, ces dernières heures. Selon toute évidence, il survit à la première phase de l'éruption et rassemble ses objets de valeur. Il se terre chez lui pour échapper à la pluie de cendres. Au petit matin, il profite d'une accalmie pour s'enfuir. Mais vers 7h30, il est rattrapé par la 4e nuée ardente. On peut aujourd'hui mettre un visage sur ce corps. Voici l'inconnu de Pompéi. Il renaît des cendres du passé. Les corps pétrifiés de Pompéi, les restes calcinés d'Herculanum, la nuée ardente,
La position des victimes. Les vêtements intacts. L'histoire a enfin livré tous ses secrets. Mais elle pourrait se répéter. Le Vésuve est un volcan actif. On a recensé 50 éruptions en 2000 ans. La dernière date de 1944. 50 cm de cendres sont tombés sur Pompéi et les villes alentours. Ce n'était pas une éruption très puissante. Depuis, le volcan est en sommeil. Nul ne sait quand il s'éveillera à nouveau. Malheureusement, il est impossible de prévoir la prochaine éruption. Quand le magma montera vers la surface, on verra sûrement des signes avant-coureurs. Là, on pourra dire que l'éruption sera pour les semaines ou les mois à venir. Mais en attendant, il est comme l'eau qui dort. Vivre à l'ombre du Vésuve n'est pas sans risque. Le cœur de Naples se trouve à une dizaine de kilomètres du cratère. L'agglomération napolitaine compte 4,5 millions d'habitants. En cas d'éruption, elle serait recouverte de cendres et de débris. Elle pourrait être le théâtre d'un scénario catastrophe. Une nuée ardente aussi destructrice que celle de 79 pourrait la submerger. Le réveil du Vésuve menace directement plus de 500 000 personnes, près de 2000 ans après les derniers jours de Pompéi.